Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode, le septième de la saison 3. Et j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission aujourd'hui Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, je suis très content de pouvoir t'avoir sur l'émission aujourd'hui parce que du coup, tu es multicasquette, tu fais plein Ouais, de choses en lien avec le sport et le monde de l'entrepreneuriat. exactement. Tu es déjà un athlète. Oui, Parce que Voilà, ultra trail. ouais, Donc, l'ultra trail, on sait que c'est quelque chose de costaud. J'ai eu la chance d'interviewer Sissi Cusso, qui est une athlète féminine dans cette discipline-là et qui a toute mon admiration. Du coup, je suis heureux de pouvoir du coup, t'accueillir toi, on va dire athlète masculin cette fois-ci. voilà. Et donc, tu es coach sportif, donc tu nous en diras un petit peu plus. Je crois que tu interviens surtout dans les entreprises ou Un alors en coaching individuel aussi. peu partout, un peu plus même en perso qu'en entreprise. Mais, ouais. Voilà, tu nous en diras un petit peu plus. Ouais, Et ensuite, tu as créé l'entraîneur Paris, qui est abs- donc du coup, et voilà, du coup, tu es entrepreneur. Donc en fait, multicasquette. exactement, exactement. Donc voilà. Du coup, si tu veux, on va tout de suite un petit peu approfondir tes différentes casquettes. Comme ça, Mhm. on va en savoir un petit peu plus sur toi. D'accord. Alors, sur l'entrepreneuriat, voilà, moi j'ai commencé. Alors, j'ai une carrière un petit peu atypique parce que au départ, je suis resté très longtemps mannequin, donc j'étais quand même très sportif, mais pas complètement dans ce milieu-là. Et puis, voilà, en 2004, j'ai passé les diplômes qui me manquaient de manière à pouvoir enseigner, à être coach. Voilà. Et puis, alors moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, essayé d'apprendre le plus de choses, en tout cas, sur l'entraînement, etc. Et puis, ça s'est effectivement plutôt bien passé. Et puis, eh bien, quelques années après, j'ai créé l'Entraîneur Paris, qui est une structure, alors qu'on peut appeler haut de gamme dans le sens où effectivement on recrute un petit peu les meilleurs de chaque discipline pour pouvoir proposer à notre clientèle, qu'elle soit individuelle ou, comme tu le disais, entreprise, le meilleur, en tout cas, de la discipline, le mieux amené, avec une écoute très particulière de la clientèle et vraiment les amener à leurs objectifs, quels qu'ils soient. Voilà. Alors, effectivement, on a une des plus grosses parties sont la perte de poids, la réathlétisation, mais également la performance. Et donc, voilà, on accompagne notre clientèle là-dessus à tout niveau. Bon, premier volet. Premier volet. Alors du coup, ensuite, toi aussi, tu es coach, il me semble. Hein, tu Alors moi, interviens aussi. toujours, ouais, un petit peu moins maintenant, mais parce qu'il faut quand même que je gère un petit peu tout ça. Euh, mais oui, j'entraîne toujours, ouais, toujours avec plaisir, que j'ai, voilà, cette clientèle et que je prends plaisir à m'entraîner. L'ultra trail, ça fait toujours partie de tes, en tout cas de tes, comment dire, de tes objectifs de l'année. Tu en fais Et, plusieurs. et plus que jamais, ouais. J'ai eu cette période effectivement de pandémie qui était assez difficile et je crois pour tout le monde, hein. Il y a eu un manque de motivation, etc. Et puis l'année dernière, je me suis dit, bon allez, je venais de finir d'écrire mon deuxième ouvrage. Je me suis dit, j'ai envie de m'y remettre. Et bon, il a fallu beaucoup de volonté parce que c'était très très dur de s'y remettre après 2 ans d'absence. Et puis j'ai recommencé là avec la diagonale qui malheureusement je n'ai pas pu terminer parce que j'ai fait une chute. Mais là, voilà, cette année, je suis reparti avec beaucoup d'entraînement perso et des objectifs en ultra trail sur l'année 2023. Voilà. Voilà, pour les auditeurs, tu parles de la diagonale des fous sur l'île de la Réunion. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà. Pardon. Oui, voilà. Ouais. Et une des Ouais. courses les plus belles, mais aussi des plus exigeantes sur le circuit. Mm. Ouais, très difficile, très difficile. Du coup, justement, j'avais interviewé Sissi Cusso qui Ouais, avait terminé, mais en ayant une fracture du péroné ou un truc comme ça. Enfin, elle s'était fait très très mal et en fait, elle sentait même plus la douleur et elle est allée au bout, mais par contre, ça avait été compliqué après. Mais c'est vrai que l'ultra trail, c'est une discipline hyper exigeante. Et du coup, ça nécessite aussi du coup, beaucoup de mental. C'est la raison certainement pour laquelle, puisque moi j'ai ton livre,
enfin, Oui, le premier que tu as coécrit, Trail Running, préparez vos défis, où dedans, en fait, il est très, très bien fait. Et il y a une partie, du coup, qui est consacrée à la préparation mentale, qui a été, du coup, on va quand même citer la dame qui l'a coécrit avec vous, Chloé Le Prince, qui est psychologue du sport et préparatrice mentale. Et du coup, qui propose une boîte à outils qui est assez sympa ouais, pour du coup aller piocher dans les éléments qui pourraient être utiles pour se préparer mentalement. tout à fait. Donc, c'est un livre assez complet. Tu me disais que tu en avais écrit un deuxième. Alors là, du coup, c'est pas dans la même thématique, il me semble, hein. Alors, ce n'est plus dans la même thématique, non, ça s'appelle Au masculin chez Flammarion et c'est consacré au sport après 40 ans chez les hommes. Voilà. Ok. Alors, pourquoi cette thématique? Ça m'intrigue. Moi, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un gros manque. C'est vrai qu'on a une partie des hommes qui, après s'être mariés, faire des enfants et tout, se laissent un petit peu en jachère, si je peux me permettre l'expression. En Euh, jachère. voilà, ou tout simplement se dire que ce n'est plus possible parce qu'on est trop vieux, on ne peut plus avoir d'objectifs, mis à part faire un petit footing autour du lac ou un truc comme ça. Et aussi une partie de cette tranche qui avait une seconde vie, voilà, parce que beaucoup de gens, hélas, se séparent et retournent sur une deuxième vie avec l'envie et le besoin peut-être de recréer un couple, etc. Donc, on a un petit peu fait un mix de tout cela avec Fabien Deguet, qui a coécrit ce livre avec moi, et de dire, mais allons-y, si on est en bonne santé, etc., 40 ans, c'est très jeune. On peut faire toutes sortes de défis assez poussés. Oui, le marathon, mais un ultra-trail, et puis triathlon, etc., etc. Enfin, on peut vraiment y aller. Après, un contrôle médical, il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Donc, on a essayé, à travers ce livre, de rebooster les hommes et de se dire que voilà, après 30 ans, c'est pas fini, on peut continuer et puis c'est longtemps. Hein. Voilà. Oui, et puis tu as raison. Ça me fait penser à une ancienne vie il y a très longtemps maintenant. Enfin, pas si longtemps que ça, mais j'étais entraîneur de tennis à Marseille Oui. et j'avais en tout cas dans mes clients, mes élèves, un vieux monsieur. Quand je dis vieux monsieur, il était âgé, il devait avoir entre 70 et 80 ans. Et Mhm. il s'entretenait. En fait, il venait jouer plusieurs fois par semaine. Il prenait des cours avec moi. Il allait nager tous les jours. Et il Non. avait une forme physique exceptionnelle. Mhm. Et du coup, ça me fait écho un petit peu à ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est souvent les barrières mentales qu'on se fixe Tout à fait. qui nous limitent et qui nous permettent pas d'y aller, en fait. Parce qu'après, On, c'est vrai que on se ouais. souvient que Olmo, sur l'UTMB, il l'a gagné, il avait presque 60 ans, hein, quelque chose près. Hein. Donc, alors, bon, ce ne sont plus les mêmes chronos que maintenant, hein, donc l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Euh, mais bon, il était quand même loin d'être ridicule, même maintenant. Hein. Donc, non, on peut aller et assez longtemps comme ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Puis voilà, puis après, moi, je suis assez admiratif de Mike Horn, tu vois. Donc, quand tu vois Mike Horn, il est plus tout jeune non plus, il est quand même de faire des choses assez exceptionnelles, quoi. Donc, je pense que voilà, il faut un peu de volonté, de motivation pour y aller. Ok, alors, le podcast commence toujours par un petit portrait chinois. Comme ça nous permet un petit peu d'avoir un peu du relief sur ta personnalité. Et ensuite, du coup, on parlera de mental, où on viendra un petit peu introspecter ton mental et tu viendras nous donner un petit peu ta vision sur certaines thématiques et éventuellement les conseils ou les méthodes que toi, tu utilises pour toi. D'accord, très bien. Alors, on commence par le petit portrait chinois couplé presque avec un petit portrait de Proust. Alors, si tu étais une couleur, Jean-Marc, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serai noir parce que black is right. Voilà pourquoi. Ok. Si tu devais être un livre, quel livre choisirais-tu? Quel livre
je ne sais pas parce que je lis beaucoup. J'adore ça. Quel livre je choisirais? J'en ai absolument aucune idée. Ou alors un livre qui t'a inspiré, qui t'a marqué. Euh, il y a en tout cas un poème de Victor Hugo qui m'inspire au quotidien, qui s'appelle, je crois, je ne veux pas déformer le titre, mais c'est Ceux qui luttent, voilà, et qui décrit très bien, à la manière de Victor Hugo, qui est sublime, la vraie fibre de la vie, quoi, de ceux qui croient, de ceux qui ont envie. Voilà. Et ça, c'est un poème que j'adore et qui est assez imagé et assez vrai pour moi. Voilà. Ouais. Ok. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Alors, le jeu. Attends, excusez-moi, ce genre. Je suis désolé, j'ai eu un appel, ça a fait couper le. C'est pas grave, t'inquiète pas. Pas de souci. Alors du coup, je te disais, le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? C'est le matin, très clairement. J'aime voilà, me lever assez tôt, je me lève assez tôt d'ailleurs, et de me dire, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment ça va se passer, etc., Alors, etc. assez tôt, c'est quoi? Parce que ça peut être très variable. Tous les matins vers 6 heures. Ouais. Ok. Mm. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Quelle qualité je serais? La persévérance. Si c'est une qualité, parfois ça peut être un défaut. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Quelle citation je serais? Oh, j'ai envie de dire quelque chose d'assez basique, mais assez vrai dans le sport, je dirais force et honneur. Ah, ça me fait penser à Gladiator. Ça, ça vient de ce film. Donc voilà. Mais c'est pas mal. Ah, Gladiator. Génial ce film. Mais c'est vrai, ça fait penser. C'est ça, les gladiateurs qui s'entraînent, qui vont au combat dans l'arène et tout, Ouais. qui surmontent plein d'épreuves. Ah, ça me fait penser à ça. Ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Mon principal trait de caractère, ce serait que je ne lâche jamais. Ouais. Je suis, je peux avoir des retours en arrière, mais je perds jamais euh, l'objectif. C'est-à-dire que je reste très attaché à ce que je veux faire. J'abandonne pas. Voilà. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Je serais, une musique classique le matin, euh, un rap le midi et un rock le soir. Allez, ça me va. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ouais, ça m'arrive. Ouais. Si tu devais en citer un que tu écoutes régulièrement, ça serait lequel? Alors, pas régulièrement et je serais assez nul pour te donner les titres. Des fois, je tombe dessus. Voilà. Je ne saurais pas dire qui ou quoi, mais voilà, ça m'arrive de tomber dessus. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, tu pourras dire, parlons de votre mental maintenant. Voilà, exactement. Exactement. Allez, alors, sans citer du coup l'ultra trail qui est certainement ton sport de prédilection, si tu devais choisir une autre activité sportive, ça serait laquelle? Ce sera le vélo. Ouais, je suis ancien cycliste et ce sera le vélo. Ouais. J'aime beaucoup le vélo et je m'en sers beaucoup pour l'entraînement croisé. Voilà, donc ce serait vraiment ça. Ouais. J'aime beaucoup le vélo.
Ok, bah écoute, on vient de finir notre partie warm-up, échauffement avant de rentrer. Voilà, tu vois, comme tu es coach, tu sais que la première partie, l'échauffement, elle est importante pour pouvoir se conditionner à rentrer dans la séance. Ben là, nous, on va rentrer là, du coup, dans notre thématique. On va revenir un petit peu déjà sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours à ce jour? Il m'inspire la surprise à chaque fois. J'ai jamais eu quelque chose vraiment de tracé. Parce que j'ai commencé, j'étais en droit. Bon, après, mon papa est mort. J'ai bifurqué sur le mannequinat. Je suis revenu sur le sport. Donc, donc beaucoup de surprises et ce qui me motive beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal avec les itinéraires tracés, définis. C'est très angoissant pour moi. Et avec le recul, de quoi tu es le plus satisfait? Je suis satisfait d'avoir réussi à tenir la barre en toutes circonstances. Voilà. Et d'avoir réussi à ne pas rentrer dans le mensonge et à être vrai avec moi-même. De ne pas me dire, bon, oui, enfin, d'ailleurs, de la vie d'étudiant jusqu'à maintenant, me dire, voilà, non, mais il faut que je fasse médecin parce que c'est bien, ou il faut que. Voilà, je suis toujours resté, je dirais, en contact avec moi-même. Et ça, j'en suis. Ouais, c'est vraiment c'est ce dont je suis le plus fier. De ne pas me mentir à moi-même et d'être resté fidèle à moi-même. Être authentique Exactement. avec soi. C'est important, hein, c'est important. Ah bah oui, sinon on va directement sur des mauvais choix. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle fait écho à ton parcours? Non, non, parce que je pense, et c'est très, très important de se le dire, on peut se dire quelque chose va être compliqué. Je ne suis pas sûr d'y arriver. C'est un peu ça qui donne l'engouement, le piment sur telle ou telle aventure. Mais si c'est impossible, c'est impossible. Voilà. Alors, et je pense que c'est très important de faire attention à ça, parce qu'il y a effectivement des défis, des choix qui, pour telle ou telle personne, sur tel ou tel sujet, ne seront pas possibles. Et c'est important d'avoir cette objectivité et de se dire, bien ça, je ne peux pas, c'est pas grave, mais je ne peux pas le faire. En revanche, tout ce qui est défi, on se dit, ouf, ça va être très compliqué, ça va pas être facile. J'ai beaucoup de chances de ne pas y arriver, mais je peux y arriver. Et ça, pour moi, c'est une grosse différence entre les deux. Ok. Allez, on parle de mental. Première question. Le mental, ce mot-là, qu'on entend si souvent, quelle définition tu pourrais y mettre? Ta définition à toi. Ma définition du mental est une capacité à accompagner des choix. Je veux dire par là qu'on ne peut pas réussir qu'avec le mental, mais on ne peut pas réussir sans mental. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se joint à des capacités, à des envies, à tout ça. Voilà, donc moi, je le situe comme ça, le mental. Mais on ne peut pas dire, c'est comme quand quelqu'un va dire je termine la course mentale. C'est pas très vrai. En fait, c'est-à-dire que si on n'a pas le physique qui va avec, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est quelque chose qui accompagne une action, une décision, un choix. Voilà, pour moi c'est ça. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement? Oui, oui, je me prépare mentalement. Alors, bon, mécaniquement, si on parle de la mécanique, moi, j'utilise beaucoup la projection, alors que ce soit d'un point de vue entrepreneurial ou d'un point de vue sportif. J'essaye de m'imaginer dans un sas de course, dans une portion de course que je connais, bon, qui ne se passera pas du tout comme on l'a prévu, hein, bien sûr,
Mais voilà, de m'imaginer comment ça pourrait être. Et ça, je le conseille à tout le monde parce que on va pouvoir déceler des choses qui peuvent être des pépins, qui peuvent être tout simplement sur un projet de se dire, bah voilà, tiens, si je faisais ça, voilà, donc je m'y mets, si je faisais ça, bon, j'aurais différentes possibilités. Et puis, parfois, on va trouver des choses qui, en fait, défectent colle pas vraiment en fait. Donc voilà. Et puis d'un point de vue sportif, on va pouvoir bien sûr se dire bon bah voilà, là je me projette. Ah non mais tiens j'ai oublié ça, il faudrait que je refasse ça, voilà. Et même si ça se passe pas comme prévu, parce que ça ne se passera jamais comme prévu, eh bien c'est très important. La projection me semble très importante. Voilà. Dans la prépa. Ok, on va parler de la confiance, de ta confiance. Ouais. Est-ce que toi, ta confiance, tu l'as… Alors, dans mes invités, il y en a qui ont déjà confiance dès le départ, il y en a, la confiance se construit avec le temps et les expériences. Toi, tu es dans quel profil? Euh, alors moi, j'ai aucune confiance. Je n'ai aucune confiance, mais je sais, comment dire, je sais comment transformer l'essai. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu pour la première fois l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'était dans les premières éditions, je vois le truc, je me dis, mais c'est incroyable, jamais je pourrais faire quelque chose comme ça. Et en fait, à partir du moment où je me dis, jamais je vais pouvoir le faire, c'est le début de la première marche. C'est-à-dire que après, je vais commencer à plus m'intéresser au truc. Je me dis, bon, finalement, il y a ça qui est possible, ça c'est bien, ta, ta, ta. Et voilà. Mais je pars initialement avec un truc où je me dis, ouf, ça va être compliqué. Mais j'ai cette espèce de flamme d'intérêt. Et tout de suite, j'essaye de voir, et ce qui est à mon avis très, très important, de voir ce qui est réalisable, bien sûr. Et à partir du moment où je vois que c'est réalisable, la confiance grandit et m'accompagne dans mon raisonnement. Mais je n'ai pas d'entrée de jeu une confiance en me disant ça, pas de problème. Bon, évidemment, avec l'âge, avec les expériences, il y a des choses sur lesquelles j'ai plus confiance que d'autres. Mais la confiance peut être hyper dangereuse selon mon point de vue. Donc, il faut se dire ouais, ça me semble possible, ça me semble faisable, mais on y va à tâtons. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière de. Puis je pense que comme tous les athlètes d'ultra trail, de toute manière, enfin oui, comment dire, on sait que le chemin il est long pour arriver à la fin, donc, C'est donc on clair. est prudent malgré Ex- tout. Même Exactement. si on a confiance dans ses capacités physiques, on n'est pas à l'abri d'une chute, d'un pépin, d'un truc, d'un coup de fatigue à un moment donné. Donc il faut être bien préparé. Autre question qui est souvent intéressante, quel est ton positionnement par rapport au droit à l'erreur, droit à l'échec? L'échec, c'est jamais une bonne nouvelle. Hein. Donc, ceux qui disent oui, l'échec, j'en sors plus fort, etc. Je suis assez mitigé là-dessus parce qu'il y a des échecs effectivement qui apportent euh, un, un effet de se perfectionner dans ce qu'on fait, d'apporter d'autres solutions qui sont parfois meilleures. Puis il y a des échecs, c'est un échec, quoi. C'est comme ça, on ne voit pas très bien ce qui n'a pas fonctionné, on ne voit pas, ça ne nous apporte rien, comme ça, même si ça veut dire quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à l'interpréter. Et ce n'est pas le nombre d'échecs qui est important, c'est le nombre de fois où on se relève, en fait. Pour moi, je vois ça plutôt comme ça. Et après, bien, ouais, il y a des échecs qui vont être bénéfiques, puis il y en a d'autres. On s'en prend une, et que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit sportivement, parfois, bon, on ne sait pas ce qui n'a pas fonctionné, et on ne sait pas parce qu'on n'arrive pas à le voir. Et c'est dur, voilà. Mais il faut se relever, voilà, et puis il faut y retourner. Et c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment le nombre de fois sur lequel on va pouvoir se relever d'un échec, tout simplement. Ok. Alors, tu m'as dit que tu avais été mannequin. Ouais. Alors, ma question, elle se porte sur le regard des autres.
Quel Ouais. rapport tu as par rapport au regard des autres, que ce soit en tant que coach ou dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose, tu as dû t'en affranchir avec le temps ou c'est quelque chose qui t'a jamais posé de problème particulièrement? Alors, on va pas se mentir, on a toujours, on prend toujours en compte le regard des autres, plus ou moins, mais on le prend toujours, en compte. Je crois pas ceux qui disent qu'ils s'en fichent et cetera. C'est ça me paraît compliqué, hein, voilà. Après, effectivement, et là, je pense, enfin pour moi en tout cas, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que petit à petit, on prend, un peu plus, d'assurance, on sait, ce qu'on veut, et c'est vrai que le regard des autres, petit à petit, on moi je ça glisse, voilà, et et mmh un peu risqué aussi le regard des autres parce que parfois on peut être amené à faire des choix qui ne nous correspondent pas juste pour, avoir, ce retour, de regard. Donc ça, je fais très attention. Je fais d'abord les choses qui me plaisent à moi, voilà, et après le regard des autres, bon, bah, si c'est bien, c'est toujours flatteur, mais si c'est pas bien, c'est pas dramatique. Voilà. Alors je vois moi dans l'entrepreneuriat, par exemple, je fais, paraît-il, il ne faut pas faire, hein, selon les écoles de commerce, mais j'ai fait beaucoup d'égo marketing. C'est-à-dire que, hem, je propose des choses qui me plaisent à moi. Voilà. Ça me plaît. Voilà, par exemple, on a différents concepts, au sein de l'Entraîneur Paris parce que moi, je trouve ça bien. Voilà. Alors, et ça me paraît plus facile de défendre en plus, des idées qui nous correspondent et qui nous vont, en lesquelles, on croit, plutôt que d'attendre le regard des autres, et un retour. Et généralement, en plus, on s'aperçoit que lorsqu'on fait quelque chose par conviction, que l'on aime, qui nous plaît, bah, le regard des autres, il va avec parce on arrive à faire rayonner en fait notre projet ou ce qu'on fait, et voilà. Mais effectivement, avec l'expérience, c'est pas la première chose que je regarde, le regard des autres, je m'en fiche un peu. J'aurais tendance même à dire que, cette méthodologie, elle aurait tendance aussi à amener des clients qui nous ressemblent. Absolument, absolument. Oui, oui, complètement. C'est exactement ça. Donc du Donc coup, du coup, en plus, on travaille, du coup, dans des conditions qui nous vont, quoi. Parce qu'effectivement, on attire des gens qui nous ressemblent et qui pensent, ou en tout cas, un petit peu comme nous, ouais. on est souvent dans on entend beaucoup parler de psychologie positive, enfin être positif au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu es positif tout le temps au quotidien? Non, non, des fois, je suis pas positif, des fois, je suis déprimé, ça va pas, voilà, et je pense qu'il faut pas lutter, il faut pas rentrer dans un, positivisme en disant: «Non, non, mais j'y vais, je me laisse pas faire». Bah, des fois, ça va pas. Donc et je pense qu'il faut, ça sert à rien de lutter contre ça. C'est des cycles. Moi, je sais que des fois, bah, je me dis: «Bon, bah, ça va pas, ça va passer, quoi, c'est tout». Mais ça sert à rien de se dire: «Non, non, bah, il y a pas de problème, ça va». Bah, non, ça va pas. Donc, après être positif, de se dire: «Bon, bah, de relativiser les choses, de se dire: «Bon, bah, là, globalement, bon, personnellement, ça va pas mal, l'entrepreneuriat, ça va pas mal, sportivement, ça va pas mal. Bon, aujourd'hui, j'ai la tête dans le seau, j'ai la tête dans le seau, ça va passer», voilà. Mais c'est plutôt, d'avoir un positivisme global sur l'ensemble de sa vie plutôt qu'en fragments, de se dire: «Oh là là, aujourd'hui, il faut que je sois positif», alors qu'on est complètement down, quoi. Donc il faut l'accepter. Enfin, en tout cas, moi, je l'accepte. OK. On va parler de motivation. Quels sont les trucs qui te motivent toi pour, en tout cas pour booster tes journées ou tes projets? Alors, moi, déjà, il faut que ce soit des choses que j'ai envie de faire. Ça rejoint un petit peu, la précédente question. Voilà, j'évite vraiment, ce qui m'est pénible.
Voilà, alors si les choses un peu plus pénibles, j'essaie de les déléguer, tout simplement. Voilà, puis j'essaye de faire effectivement, de répartir ma journée avec des choses que j'ai envie de faire, plus qu'avec des choses qui me barbent, quoi. Voilà. Tout simplement. Et alors, c'est pas évident à faire, mais il faut pouvoir l'organiser et pouvoir déléguer, c'est pas mal quand on a la chance de pouvoir le faire. Moi, j'arrive à faire ça. Et puis voilà, puis garder une certaine proportion dans la journée de faire des choses qui sont plus sympas plutôt que des autres qui sont un peu plus barbantes. Voilà. C'est un peu. Alors, souvent dans le sport, on élabore des plans, hein, des plans d'entraînement, voilà, pour amener à un résultat. Dans l'entrepreneuriat, bah, il y en a qui font des plans aussi. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Ah ouais, c'est obligatoire. Oui, oui, ça c'est une des choses qui n'est pas la plus fun, hein, parce que du coup, on doit se tenir à quelque chose, mais c'est obligatoire. Ouais. La rigueur, l'organisation, c'est obligatoire. Et je ne vois pas comment on peut, soit même que ce soit sportivement ou dans l'entrepreneuriat, s'en sortir sans plan. Ça me semble impossible, réellement. Ok. Comment tu fais les transferts, toi, entre le sport et l'entrepreneuriat dans l'organisation, dans les plans? Est-ce que c'est la même Euh, chose? Est-ce que... oui, c'est la même chose. Oui, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est toujours bordé de défis, d'organisation, comme on vient de le dire. Voilà, surtout quand on combine les deux, il faut une grosse organisation. Il faut vraiment que ce soit. Mais c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas l'impression de faire, bon, effectivement, il y en a une qui est un peu plus physique, l'autre un peu plus intellectuelle, mais je n'ai pas l'impression de faire des choses qui sont antinomiques. C'est vraiment, je fais la même chose. En fait. On va parler de la gestion des émotions. Ouais. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à gérer du stress ou une forte pression? Et si oui, comment tu fais pour bah, du coup bah, la gérer au mieux, quoi? Parce que souvent, c'est pas si simple. Alors, ça a été un gros souci pour moi, ça, parce que je suis d'un naturel très stressé. Et c'était vraiment compliqué. Voilà. Après, j'avoue, j'ai réussi avec les années, un peu tardivement, j'avoue, mais à trouver des petits tips pour essayer de m'en sortir, de ne pas me faire submerger. Et en fait, c'est d'être plutôt à jour sur ce qu'il y a à faire. Et ça me réduit considérablement le stress. Voilà. Donc, que ça soit au niveau du travail ou au niveau sportif, de ne pas me faire déborder par des choses qui arrivent, être en retard sur un objectif, tout ça. Donc ça, maintenant, je fais très attention à ça. C'est une de mes priorités, c'est-à-dire que ce soit bien organisé, voilà, et que je ne me retrouve pas en butée à me dire, voilà, ça, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça me stresse beaucoup. Euh, et là, du coup, j'arrive de plus en plus à gérer ça émotionnellement. Voilà. Après, Ok. il faut faire aussi attention, j'ai besoin de ce stress, moi. C'est-à-dire que si j'arrive sur le départ d'une course et que je ne suis pas un minimum stressé, il ne va rien se passer, quoi. Donc j'ai besoin quand même de cette dose de stress, de me dire, voilà, faut y aller. Voilà, c'est quand même important. Ça, c'est plutôt le stress, c'est le stress positif, le stress qui active ça, Absolument. qui pulse. Euh, Après, il y a l'autre stress qui est un peu plus, comment dire, qui est plus, comment dire ça, qui est plus perturbateur dans le sens où il peut paralyser, ne pas prendre les bonnes décisions parce qu'on ne sait pas trop où on va. Ouais. C'est celui-là qui est souvent compliqué à gérer, quoi. Mais voilà. Moi, après, ce que je conseille de faire, c'est souvent de prendre de la hauteur, un peu comme une montgolfière, de couper un peu les sacs, prendre de la hauteur et puis redescendre après pour voilà. Oui, et puis relativiser ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne sert à rien de se stresser, de se rendre malade pour un truc où on risque quelque chose d'assez bénin. Voilà, il faut essayer de faire. Ok.
On parler un peu de la thématique de la concentration. Donc, ça tombe bien parce que du coup, l'ultra trail, c'est quand même une longue course, Mm, exigeante et tout. mm. Comment on fait pour optimiser sa concentration sur des longues courses comme ça? Alors moi, je le vois toujours par étapes. Euh, Comme beaucoup, hein, d'ailleurs, j'ai inventé, hein, mais bon, je vois par habito. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, il y a une première course qui est à 15 km. Voilà. Donc ça, déjà, ça aide de ne pas voir la chose dans son ensemble. Après, moi, j'ai toujours beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup, moi, de body scan, hein, d'introspection intérieure pour savoir déjà musculairement est-ce que ça va, qu'est-ce que j'ai envie, où j'en suis vraiment, ce qui est hyper important. Tout ça me met en état de concentration, hein, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Et après, je suis dans une sorte de bulle, en fait. Mais automatiquement, je ne le fais pas exprès, mais je reste dans ma bulle. D'ailleurs, ceux qui viennent m'assister sur les courses, etc., ont affaire à quelqu'un d'autre, en fait, quand ils me voient. Je suis plus, voilà, je suis concentré sur mon objectif, sur ce dont j'ai besoin, sur la mécanique de pouvoir l'emmener jusqu'au bout. Voilà, donc je le fais de manière assez naturelle. Voilà. Du coup, c'est un peu un système où tu es j'ai envie de dire, en efficience, mais par rapport finalement à une économie d'énergie pour aller au bout de la course. C'est-à-dire que Oui, c'est un chaque peu petite énergie est quand même capitale pour aller au bout, quoi. tout à fait, ouais. Ouais, puis j'ai vraiment besoin de me sentir seul, quoi. Donc, alors parfois, je mets effectivement un peu de musique pour me sentir. J'ai besoin d'être seul dans mon monde. Je, je cours avec les autres, mais je suis seul. Et voilà, pour moi, ça me met vraiment dans un état de concentration et longtemps, que je vais à le garder assez longtemps. Quel type de musique tu écoutes quand tu... Alors, je suis très éclectique au niveau de la musique, donc ça peut aller de l'opéra, quelque chose de plus entraînant, etc. Et j'aime bien justement cette mixité musicale, ça me convient très bien. Ça dépend de ce que tu as besoin au moment de la course? Non, j'ai vraiment besoin que ça change Ok. euh, à chaque fois. Ouais, ça va me mettre, et même si ça correspond pas forcément, si c'est une descente un peu rapide et que je tombe sur un morceau d'opéra, de musique classique peut-être plus calme, ça va pas ça va me mettre dans un autre état. En fait, chaque chanson qui passe me fait penser à autre chose. Donc voilà, et pendant ce temps-là, je pense pas forcément aux douleurs que je peux avoir. Donc C'est ce c'est que c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, du coup, le fait de te concentrer sur autre chose, ça permet d'éviter du coup, de te focaliser sur une éventuelle petite douleur ou... ouais, tout à fait. Tout à fait. Hmm, ok. Mais justement, en parlant de douleur, est-ce que tu penses qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Oui, j'en suis persuadé. Ouais, ouais. Oui, la douleur fait, pour moi en tout cas, partie intégrante de ce sport, de mon sport. Alors, voilà. C'est, il faut savoir l'accepter, la gérer, savoir lorsqu'elle est grave ou bénigne, mais il faut l'accepter, ouais. Mm. Et, et je ferai un parallèle avec l'entrepreneuriat où c'est aussi ça. Alors, c'est pas une douleur physique, mais il faut savoir encaisser les coups, quoi. Coups, ça fait mal ou on ne sait pas comment on va faire, voilà. Mais il faut savoir encaisser les coups. Ouais. Ça me semble primordial. Ok. Allez, ma dernière question, et Ouais. après on clôturera l'épisode. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense qu'il faut lâcher de temps en temps quand faut lâcher. Voilà. Je pense que c'est important justement de savoir où on en est et de se dire bon bah là, mieux vaut que je courbe un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure hein, sur le fait de ne pas avoir le moral, etc. Des fois, il faut courber. Bah voilà, sur un ultra, bon bah quand on a un coup de moins bien, on vient de se prendre un plomb. Bon bah ça sert à rien de se dire euh, j'y vais, bah non, on n'est pas bien, ça va pas aller, et si j'insiste, ça va pas aller. Donc on accepte, ça va passer, ça va revenir,
et on y retourne. Voilà. Bon, bah, super. Merci Voilà. Jean-Marc. La dernière chose que je Oui, voudrais pardon. dire, c'est il y a Bernard Tapie qui a dit quelque chose et qui, je ne suis pas spécialement un fan de Bernard Tapie, mais il y a une phrase moi, qui me revient très souvent et qui correspond très bien, en tout cas, moi, mon activité sportive et entrepreneuriale, c'est il y a ceux qui aimeraient, il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui veulent vraiment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, je pense, avoir à l'esprit avant de se lancer dans quelque chose. C'est qu'est-ce que je veux je le veux comme ça, je le veux un peu, ou est-ce que je le veux vraiment en fait. Voilà. Et tout ça va, de mon point de vue, mener cette motivation, cette envie, ce positivisme, tout ça, de savoir où est-ce qu'on se situe et est-ce qu'on le veut vraiment. Voilà. Ouais, ça me fait penser à une autre phrase qu'il avait dite, Bernard Tapie, parce que je suis originaire en tout cas de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc il a bercé mes jeunes années avec l'Olympique de Marseille. Il disait aussi, bah, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Exactement. Exactement. Il faut toujours faire. C'est ce que disait, je crois, Mike Horn assez récemment, où il disait il ne faut pas attendre d'avoir 100% des conditions requises pour se lancer dans une aventure. Dès qu'on a 5%, c'est bon, on y va, quoi. Voilà, il faut se lancer, quoi. Faut y aller. Voilà. Mais savoir vraiment est-ce qu'on en a envie. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de se dire, oh là là, j'aurais vraiment faire ça et tout. Et en fait, quand on creuse un petit peu, bah, pas vraiment, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première question à se poser. Ok. Bah, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup pour ton témoignage. Et par du coup bah, le podcast, systématiquement, je laisse le mot de la fin à l'invité. Si tu as quelque chose bah, qui te tient à cœur en tout cas de véhiculer auprès bah, du coup, des gens qui nous écoutent, bah, vas-y, lance-toi. Et après, n'hésite pas à nous donner un petit peu les endroits où on peut venir voir un peu tes activités, éventuellement te contacter si quelqu'un a envie de prendre attache avec toi. Alors si j'ai quelque chose à ajouter, c'est vraiment, ça va être très bateau, mais c'est tellement vrai. On a vraiment qu'une vie. Voilà. Il faut vraiment aller vers ce dont on a envie. On a suffisamment de contraintes quotidiennes, etc. Donc, allons à fond dans ce qu'on a réellement envie de faire, que ce soit sportif, professionnel. Voilà, faut y aller. Voilà. Souvent, même la plantade n'est pas désastreuse. Donc ça, c'est important et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à travers bah, voilà, le dernier livre que j'ai sorti, puis aussi à travers ce que j'essaie de transmettre sportivement. Donc ça, c'est important. Et puis, sinon, ben, on peut me retrouver effectivement sur le circuit des ultra-trails. Je pense faire la Transgrande Canaria fin février. J'espère la Diagonale des Fous en octobre 2023. Et puis, bah, si vous en avez envie, vous éprouvez l'envie de faire des entraînements de qualité, que ce soit avec moi ou un de mes entraîneurs, on peut se retrouver sur www.l'entraîneur-paris.com. Voilà, et on se fera un plaisir de s'occuper de vous. Voilà. Bon, bah, super. Bah, écoute, c'était un plaisir et ben, je te souhaite une bonne année 2023 parce qu'on est en tout début de l'année et avec plein de réussites dans tes ultra trails et dans tes projets entrepreneuriaux Ah, bah, avec l'entraîneur Paris. c'est gentil. Bah, bonne année à tous et puis bah, à très vite. Merci Jean-Marc, à très Merci. bientôt. Merci. Au revoir.